et messieurs, excusez-nous pour ce larger retard et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de 15h au sommaire de l'actualité. Un atelier de validation sur les conditions des femmes au milieu périurbain et rural s'est tenu ce matin et c'était au Palais du Peuple. Et la trêve a été respectée, une trêve humanitaire et passionnée. Voilà pour le sommaire, nous avons développé ces titres. Sommet historique de l'IGAD à Mogadiscio. Les chefs d'État des pays membres de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement d'Afrique de l'Est, ont préparé hier et pour la première fois un sommet qui s'est tenu dans la capitale somalienne, Mogadiscio. Ce sommet est jugé d'historique. C'est la première fois en effet depuis l'existence de l'IGAD il y a 30 ans qu'un sommet de ce regroupement des pays d'Afrique de l'Est ait lieu dans la capitale somalienne à Mogadiscio. L'IGAD ayant été créé en 1986 en raison des problèmes sécuritaires. Les réunions de l'IGAD n'ont jamais pu avoir lieu dans la capitale somalienne. Mais désormais, la situation sécuritaire semble avoir été mieux prise en main pour la tenue de ce sommet. Les mesures de sécurité ont été renforcées à Mogadiscio et ses alentours, où de nombreuses routes ont été fermées pour la circulation et pour assurer la tenue de ce premier sommet. Le président kenyan Uhuru Kenyatta, le président ougandais Yoweri Museveni, le premier ministre éthiopien Mme Desalegn ont préparé ce sommet aux côtés du président somalien Hassan Sheikh Mohamud, le président soudanais Omar Hassan al-Bashir et le président Guelleh n'y ont pas pris part. C'est le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, qui a représenté le président de la République à ce premier sommet de l'IGAD qui se tient dans la capitale somalienne. Rappelons que notre pays participe fortement à la stabilisation de la Somalie tout autant que l'Éthiopie, l'Ouganda, le Kenya ou le Burundi. Djibouti a engagé des troupes au sein de la MISOM, la force de l'Union africaine en mission en Somalie. Les responsables des pays membres de l'IGAD ont planché durant cette rencontre sur plusieurs dossiers, dont 3 importants. Il s'agit d'abord de la Somalie qui s'apprête à organiser une élection présidentielle et des élections législatives au mois d'octobre prochain et du financement des troupes de la MISOM. Les élections générales devront se dérouler dans le plus grand nombre de régions du pays pour leur donner une véritable légitimité et la sécurité devant être garantie face aux actions des djihadistes du mouvement d'Al-Shabaab. Ces élections devront être inclusives et ouvertes au plus grand nombre de communautés et des régions somaliennes. La situation au Soudan du Sud a constitué le second thème de cette rencontre au sommet extraordinaire de l'organisation régionale. Les chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD ont mis à profit cette rencontre pour échanger leur point de vue autour du déploiement d'une force supplémentaire de protection de 4000 hommes à Juba. L'envoi de cette force supplémentaire a été décidé après les dernières violences qui ont opposé les partisans du président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar. Initialement opposé à ces décisions au motif d'être contraire à l'expression d'une souveraineté pleine et entière de son pays, le gouvernement sud-soudanais semble de plus en plus lâcher du lest à ce sujet. Tout l'effort de l'IGAD consiste désormais à fixer avec les autorités sud-soudanaises un calendrier précis pour le déploiement de cette force supplémentaire de protection. Ces 4000 hommes s'ajouteront aux 12 000 autres déjà sur place. Cette force supplémentaire aura pour principale mission de protéger les civils et d'apporter bien sûr un soutien humanitaire aux populations de ce pays. Le troisième sujet à l'heure du jour de ce sommet a été consacré au renouvellement des instances dirigeantes et administratives de l'IGAD, notamment à l'élection d'un nouvel secrétaire exécutif. Le mandat de l'actuel secrétaire exécutif, Abdi Maalim, était venu à terme ou à expiration. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, qui a représenté le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh à ce sommet extraordinaire de l'IGAD, nous fait le point sur ses principaux dossiers. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, comme vous l'avez indiqué, le 28e sommet extraordinaire de l'IGAD s'est tenu donc aujourd'hui à Mogadiscio et de nombreux chefs d'État des États membres de l'IGAD ont fait les déplacements. Vous savez que si ce sommet s'est tenu, c'est grâce aux efforts du président Guelleh qui a vraiment qui s'est démené pour que cette réunion puisse avoir lieu. C'était pour la Somalie une réunion extrêmement importante. La Somalie est à la veille d'élections
aussi bien législatives que présidentielles. Quand je dis législative, il y a deux chambres qui seront élues, la chambre basse et la chambre haute, par un collège électoral représenté par des chefs coutumiers. Et ensuite, ces deux chambres vont élire le président de la République. Nous arrivons au terme d'un processus politique très important. Et donc, c'est une nouvelle page qui s'ouvre en Somalie. Et d'où l'intérêt vraiment et l'importance que revêtait cette réunion. Et je crois que si les chefs d'État de l'IGAD ont fait le déplacement, c'est justement pour marquer l'importance de cet événement. Trois points importants ont été au centre des débats, bien entendu. Les voies et moyens d'accompagner ce processus électoral qui doit aboutir à l'élection de ces deux chambres et ensuite du président de la République. Un autre point important également a été au centre des débats. Il s'agit de la question des réfugiés. Vous savez que dans quelques jours également, à New York, il y aura, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, un sommet sur les réfugiés. Dieu sait que dans cette région du monde, dans la Corne de l'Afrique, la question des réfugiés est une question extrêmement préoccupante. La communauté internationale ne fait pas assez en faveur de ces réfugiés somaliens, yéménites et d'autres pays également. Et nous avons jugé utile au sein de l'IGAD d'évoquer cette question afin que l'IGAD puisse partir vers New York avec une position commune et homogène. Nous avons également évoqué lors de ce sommet de la possibilité de créer une sorte de fonds de reconstruction pour la Somalie, un fonds que les pays de l'IGAD allaient alimenter d'abord, et ensuite une conférence internationale pourrait être organisée pour justement approvisionner ce fonds. Il ne s'agit pas en réalité de reconstruction dans la mesure où ce sont de grosses infrastructures qui seraient financées à travers ce fonds, mais d'abord et avant tout mettre l'accent sur un certain nombre de secteurs sociaux tels que la formation, l'éducation, la santé, etc., l'eau, l'électricité, et beaucoup de choses dont la Somalie a réellement besoin. Donc voilà une proposition concrète des chefs d'État de l'IGAD afin d'accompagner un processus politique qui est arrivé maintenant à maturité et qui a besoin justement de cette solidarité agissante des États de l'IGAD par rapport à la Somalie. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Femme et de la Famille, en partenariat avec le ministère des Finances et avec l'appui de l'Union européenne, ont organisé ce matin au Palais du Peuple un atelier de validation sur une étude portant sur les conditions des femmes en milieu rural et périurbain. Plusieurs membres du gouvernement ont préparé cet atelier dans le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Al-Amis. Cette étude porte sur l'accès de ces femmes aux services sociaux de base. Cette étude a été commanditée par le ministère des Finances pour le compte du ministère de la Femme et a pu bénéficier de l'appui de l'Union européenne. Des enquêtes ont pu ainsi être menées sur les conditions des femmes dans 21 localités rurales et dans 3 quartiers de Balbala. L'association PLE a permis de collecter les informations et données sur la situation réelle des femmes dans ces localités rurales et milieux périurbains. Les agents de la direction des statistiques ont appuyé les membres de l'association PLE. Voici d'ailleurs un éclairage sur ce sujet du commissaire au plan Amaré Ali Saïd. Par le gouvernement djiboutien à travers le ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui financier de l'Union européenne, est confié à l'ONG nationale dénommée PLE, a pour objectif de produire des données claires sur la situation socio-économique des femmes au milieu rural et périurbain quant à l'accès aux services de base dans le domaine de la santé, l'éducation, l'eau, l'énergie, l'agriculture et le microcrédit. Ce que je souhaite souligner, c'est que la réalisation de cette étude marque une nouvelle étape d'union entre le ministère de la Femme et de la Famille et la délégation de l'Union européenne à Djibouti. C'est un partenariat qui vient en soutien notamment du programme qui s'appelle Promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes en République de Djibouti et qui s'est, comme vous le savez, déjà traduit par de nombreux projets communs,
y compris dans les régions. Il était essentiel en effet que le ministère de la Femme et de la Famille dispose de données fiables sur la situation socio-économique des femmes en milieu rural et sur leur accès aux services sociaux de base, principalement dans les domaines de la santé, de l'alphabétisation, de l'éducation, de l'accès à l'eau potable, à l'énergie, aux terres arables, à la formation professionnelle et évidemment aux opportunités de participation à la vie économique. Le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Rami, s'est réjoui de participer à l'atelier de validation aux côtés de nombreux collègues, dont la ministre de la Femme, Mme Moumina Ahmed, combattre les disparités entre les régions et la capitale et donner un égal accès aux services de base aux concitoyens dont les femmes est une obligation, a-t-il dit. Le ministère de la décentralisation assurant une corrélation technique entre les différents départements ministériels de l'État. Nous devons tous et ensemble répondre aux impératifs de soutien aux populations les plus nécessiteuses, conformément aux instructions formulées par le chef de l'État. On l'écoute. Qui sera validé à l'issue des travaux de cette journée s'inscrit justement dans le cadre des efforts déployés pour améliorer les conditions de vie des femmes en milieu rural et périurbain et leur permettre un meilleur accès aux services socio-économiques mis à leur disposition dans les 5 régions du pays. Je crois qu'il s'agit là d'un travail sérieux et efficace. Nous disposons ainsi, grâce à cette étude, des données qui nous seront d'une grande utilité. Tout le monde à Djibouti est d'accord sur le postulat selon lequel la femme constitue le socle de notre modèle familial traditionnel. Renforcer la femme équivaut donc à renforcer nos familles, ce qui, au final, contribuera à faire avancer le pays. Cette étude jette les bases d'un développement harmonieux dans nos villages ruraux. Elle propose des solutions rapides, écouteuses et surtout réalistes. Je suis convaincu qu'elle renforcera bien évidemment notre processus de décentralisation et le chef de l'État a décidé de redynamiser avec détermination. Et vous m'envoyez donc ravi. Cette cérémonie est le deuxième événement de cette nature auquel Madame la ministre de la Femme et de la Famille s'associe, démontrant ainsi la dimension transversale, carrefour et stratégique de la décentralisation. Je crois que toute réforme a besoin que l'on y croit pour être couronnée de succès. Je constate que ma collègue Moumina Ahmed croit en l'avenir de la décentralisation. Elle nous le démontre à chaque occasion et je voudrais qu'elle soit remerciée. Bref, avec la conviction profonde que la décentralisation doit donner à chaque citoyen le sentiment d'être acteur et catalyseur du développement là où il est, c'est-à-dire dans son quartier, dans sa ville ou dans sa région. Avant d'écouter les propos du ministre de l'économie, c'est l'heure de retrouver l'appel à la prière. On se retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douali, a estimé que cette étude a permis d'avoir des données et informations fiables sur la situation du genre dans 24 zones, qu'il s'agisse des localités rurales ou de concentration humaine en périphérie de la capitale. Le ministre a en outre annoncé que d'importantes contributions sont attendues dans le cadre du 11e Fonds de développement européen ou FED, ce qui va aider bien sûr le gouvernement à promouvoir la politique du genre et aider les femmes vivantes en milieu rural. On écoute le ministre. Au nom du ministère de l'économie et des finances, nous sommes très heureux, avec l'aide de l'Union européenne, à apporter le concours financier nécessaire pour la réalisation de cette étude hautement stratégique pour les perspectives d'action du gouvernement et en particulier sur la question genre en République de Djibouti. Vous savez que la question du genre est un sujet ou une question prioritaire pour le président de la République et pour son gouvernement. Et la question de la promotion du genre en République de Djibouti a porté ses fruits depuis cette dernière décennie, en tout cas depuis l'accession du président de la République à la magistrature suprême. Plusieurs actions ont été menées, beaucoup de résultats sont observés et nous nous en réjouissons. Pour ce qui concerne la question d'analyser les conditions socio-économiques des femmes dans les milieux périurbains et ruraux, nous avons aujourd'hui des informations complètes pour pouvoir intervenir efficacement. Je dois avouer que ces informations, également pour certaines en tout cas d'entre elles, démontrent la réussite de l'action gouvernementale sur beaucoup de questions d'intérêt, notamment en notant par exemple que sur la question de l'accès à l'eau, sur les 24 localités enquêtées, à l'exception du village de Kanta, ceci étant dit, les défis sont très nombreux et particulièrement dans les régions. Et tout à l'heure, vous avez constaté dans le discours de l'ambassadeur de l'Union européenne en République de Djibouti que nous accordons sur le 11e FED. On a dédié 2 millions d'euros sur la question du genre. Ce n'est pas beaucoup. Nous pensons que, et en tout cas, j'ai défié ma soeur Bomina de doubler ce montant si c'est consommé et bien consommé dans les meilleurs délais. Et
Quant à Madame la ministre en charge de la promotion des droits et de la femme et de la famille, elle a remercié tous les participants venus de différents horizons pour valider cette étude sur l'accès des femmes aux services de base dans 24 zones ou localités. Sans l'amélioration, je cite, des conditions de la femme, point de développement a-t-elle assuré. Je propose de l'écouter. Je me réjouis et vous remercie de cette marque d'intérêt que vous manifestez dans l'amélioration de la condition de la femme à travers votre participation à cet atelier de restitution de l'étude sur les conditions des femmes en milieu rural et périurbain et leur accès aux services sociaux de base mis à leur disposition par le gouvernement de Djibouti. Dans les perspectives d'entreprendre des actions concrètes et ciblées visant à améliorer les conditions de la vie de la femme vivant en milieu rural et périurbain et par conséquent maximiser les conditions au développement durable de notre pays, il s'avère nécessaire d'avoir d'abord une bonne connaissance des contraintes et des difficultés auxquelles font face ces femmes au quotidien. L'étude qui a été menée d'une façon participative et interactive a exploré la condition et les situations des femmes en identifiant les difficultés et proposant des recommandations par rapport aux attentes portées par les habitations des milieux visés par cette étude. En substance, cette étude a mis en évidence les principaux défis à relever sur le plan de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'assainissement, du microcrédit, de l'emploi, entre autres. L'amélioration de la situation des groupes vulnérables, la réduction des inégalités, dans l'accès et l'utilisation des services sociaux de base sont les préoccupations de tout instant du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. La mission première du département de la femme et de la famille est d'épauler et d'écouter toutes les femmes et familles qui, malgré les difficultés et les aléas, œuvrent sans relâche pour contribuer et sortir les familles de la précarité. C'est pourquoi les résultats de cette étude permettront sans doute, et c'est mon souhait le plus ardent, d'orienter les décideurs et tous les ministères sectoriels qui œuvrent de façon transversale sur la problématique genre que les partenaires au développement dans la prise de décision et par conséquent la planification et la mise en œuvre des programmes et projets axés sur les résultats de la vulnérabilité de la femme en général et en particulier des familles vivant en milieu rural et périurbain. Dans le reste de l'actualité, le responsable de la direction des pêches au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et des Ressources halieutiques, Mohamed Youssouf Mohamed, a indiqué ce matin que la saison de pêche 2016-2017 a bel et bien démarré début septembre et va se poursuivre 8 mois durant, soit jusqu'au mois d'avril prochain. Le bateau de pêche de la direction a accosté ce matin au port de pêche de Djibouti avec une importante quantité de fruits de mer, à savoir des langoustes, des gambas ou gros ou des grosses crevettes, de calmars ou des poissons dans des saules, un poisson plat. Les fruits des mers sont des aliments sains contenant de nombreuses protéines et des vitamines. La production annuelle de pêche est jusqu'alors très modeste en termes de capture. L'on estime que quelques 2000 tonnes sont prises annuellement des fonds marins, alors que l'exploitation soutenable peut aller jusqu'à 48 000 tonnes sans porter atteinte aux différentes espèces de poissons et qu'il y ait une surpêche. La direction souhaite passer dans les années à venir jusqu'à 5 000 tonnes de production par an. Une fois par semaine, et on prend surtout du poisson, donc on prend du barracuda, de la sole, de la dorade et aussi du tarang. Après on aime bien venir ici car le poisson il est frais et on n'est jamais trop déçu de la qualité. Oui, c'est de très bon prix, c'est l'un des moins chers de la ville. Et selon le directeur des pêches, Mohamed Youssouf Mohamed, ce secteur est un segment essentiel de l'activité économique du pays. Il peut aisément contribuer à la croissance économique du pays et à la réduction de la pauvreté, tant en milieu urbain que rural. Nous l'écoutons. Prendre cette opportunité pour annoncer que la saison de pêche
2016-2017 a commencé et que le premier arrivage était aujourd'hui la saison de crevettes, de poissons, de calmars. Et nous avons répondu à l'appel du président pour rendre le port de pêche un port de pêche régional, pas seulement pour les bateaux de pêche enregistrés qui pêchent à Djibouti, mais que les bateaux régional de Somaliland et de Puntland peuvent débarquer. Donc aujourd'hui, nous avons signé un contrat avec la Somaliland pour le débarquement de 6 grands bateaux, crevettes et poissons. Donc l'appel, le port de pêche de Djibouti est purement repris l'origine que ça a été désigné à Djibouti comme un port de pêche régional. Donc à partir de maintenant, nous pouvons garantir que nous aurons au moins 3 fois la production qu'on a eue l'année dernière avec les bateaux de pêche de Somaliland et de Puntland. Donc nous prévoyons à la fin de cette année d'avoir minimum entre 4500 et 5500 tonnes au lieu d'avoir 2500 tonnes par année. Activité de Croissant Rouge djiboutien, une formation sur les premiers secours à apporter a été organisée par la branche d'Arta du Croissant Rouge djiboutien. Les bénéficiaires de cette formation étant des habitants du poste kilométrique 51 ou PK51. L'atelier a été ouvert en présence notamment du président de la branche d'Arta, Ali Delal Guedid, du coordinateur de la branche, Saad Serid Rablet, des volontaires de la branche ainsi que les participants. L'infirmier major du poste santé du PK51, Hussein Abdi Talan, il a également pris un grand rôle durant la formation des exercices sur les premiers secours. Sur les premiers soins à apporter ont été effectués. À Djibouti, qui sont capables de réagir en cas de problématiques ou de catastrophes, que ce soit des accidents de la route ou d'autres catastrophes naturelles. Le Croissant Rouge est toujours disponible et côte à côte avec notamment des éléments comme la protection civile. Donc c'est une journée extrêmement très importante et mon message serait d'encourager, de féliciter et à continuer ces nobles actions de travail, de former, d'entraîner et les jeunes volontaires à connaître les gestes qui sauvent, à continuer à aider leurs conjoints. À la une également, dans le cadre des efforts visant à améliorer l'environnement urbain, l'apparence et la propriété de la capitale, la préfecture de Djibouti-Ville, les responsables du 4e arrondissement, ceux de la voirie de Djibouti, avec le soutien d'éléments de la police et de la gendarmerie nationale, poursuivent les opérations de libération des voies publiques. Selon le sous-préfet du 4e arrondissement, Awale Chide Farah, ces opérations ont permis de dégager les espaces des occupations illégales pour moult d'activités de commerce ou de restauration. Ces opérations se déroulent depuis 2 mois maintenant. Ce fut autour de Balbala 3 où les épaves de véhicules ont été dégagées avec l'appui des engins lourds de l'OVD, l'Office des voiries djiboutien. La sécurité étant assurée par des éléments de la police nationale et la gendarmerie. Dans une interview accordée à la chaîne nationale, l'un des notables de quartier a salué cette initiative qui vise à améliorer l'image de la capitale. Il a également exprimé ses remerciements à la préfecture de Djibouti et les responsables du 4e arrondissement, à leur tête le sous-préfet, M. Awale. Et de son côté, le sous-préfet du 4e arrondissement, Abdi Hassan Ahmed, a évoqué l'importance que revêt cette initiative lancée par le préfet de la ville de Djibouti pour améliorer l'apparence de la capitale. Il a indiqué que des épaves, les bidonvilles, les locaux de garage construits illicitement, ainsi que le matériel des tables utilisées par les restaurants ambulants et les vendeurs de cadres vont être détruites pour libérer les voies publiques. Monsieur Awale Chide Farah a profité de l'occasion pour remercier l'Office djiboutien de la voirie et les forces de la police ainsi que la gendarmerie nationale pour la contribution à la réussite de ces opérations de nettoyage et de libération des voies publiques dans les différents quartiers. Il a exprimé enfin sa satisfaction quant à la participation effective de notables de ces quartiers.
Actualité à présent de nos frontières, la trêve respectée, l'aide humanitaire entre en Syrie. Les armes se sont tues donc dans le pays, ici à Alep, dans le quartier sous contrôle gouvernemental. Le calme est inhabituel selon Moscou. Les forces d'Assad respectent le cessez-le-feu. Les rebelles l'ont violé 23 fois depuis la trêve négociée par la Russie et les États-Unis. Un cessez-le-feu rentré en vigueur ce lundi qui devrait durer jusqu'au 18 septembre. L'accord trouvé ce week-end prévoit un accès humanitaire sans entrave aux zones assiégées comme Alep, notamment via la démilitarisation de la route du Castello, censée être la principale voie d'acheminement de l'aide. Le test le plus critique pour ce plan sera sa capacité à faire une réelle différence dans la vie des Syriens sur le terrain, expliquant à l'ONU la première tâche de ceux qui ont décidé ce plan doit être une action immédiate pour soutenir la reprise de l'accès humanitaire dans les régions assiégées et difficiles d'accès. Une quarantaine de camions chargés d'aide humanitaire venus de Turquie ont commencé à entrer ce mardi en Syrie, mais Damas refusera toute aide au quartier rebelle d'Alep si elle n'est pas coordonnée avec le gouvernement et l'ONU. En Libye, la communauté internationale condamne l'attaque des ports pétroliers. 6 pays, dont les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, ont condamné l'attaque des autorités de l'Est contre les principaux ports pétroliers de la Libye. Dans une déclaration conjointe publiée par le ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni et le bureau du Commonwealth, 6 gouvernements européens et américains se sont insurgés contre les récentes attaques visant les principaux ports pétroliers de la Libye. Le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne ont joint leur voix pour demander aux forces du général Haftar Khalifa, qui contrôle l'Est de la Libye et désormais les principaux terminaux, de cesser les hostilités. Voilà, c'est le journal de la rédaction. Merci de votre attention. On se retrouve dans une poignée de minutes pour le focus. Restez sur télévision. Place maintenant au focus. Bonjour. Bonjour. Et le PSG qui est tenu en échec par l'Arsenal en Ligue des Champions. Effectivement, le PSG entame sa saison en Ligue des Champions par un match nul à un partout contre Arsenal. Et Edinson Cavani ouvre le score au bout de 42 secondes. Le Parisien s'est procuré ensuite et en vain une multitude d'occasions, mais le winner s'est fini par égaliser à la 77e minute grâce à Alexis Sanchez. Un partout aussi dans notre match du groupe A entre le FC Bâle et le champion de Bulgarie, Ludogorets. Même résultat entre le Benfica et le Beşiktaş qui arrache l'égalisation dans les heures du jeu sur un coup franc de Talisca prêté par le club lisboète. Gonzalo Higuaín est parti à la Juventus, mais son successeur Milik trouve des fois le chemin de filer pour permettre au Napoli de l'emporter 2-1 sur la pelouse de Dynamo Kiev. Le Celtic Glasgow vit un cauchemar au Camp Nou avec un penalty de Moussa Dembélé arrêté et surtout une défaite de 7-0 face au Barça avec un triplé de Messi, un doublé de Luis Suarez et un Neymar auteur d'un but et de 4 passes décisives. La rencontre entre Manchester City et le Borussia Mönchengladbach a été reportée pour ce soir à cause des trompes d'eau qui ont rendu la pelouse impraticable. Bâti par le Real Madrid en finale en mai dernier, l'Atlético entame sa nouvelle campagne européenne par une victoire 1-0 face à Eindhoven. Saúl Ñíguez marque en faveur des Colchoneros tandis que Guardado rate un penalty pour le PSG. Et enfin, le respecté dans notre match du groupe D avec un large succès 5-0 du Bayern Munich aux dépens du FC Rostov avec notamment un doublé de Joshua Kimmich. Et cette information, Kefra remplace Michel Platini à la tête de l'UEFA. Le Slovène de 48 ans a facilement remporté l'élection pour le poste du président de l'UEFA. Effectivement, le Slovène Alexander Seferin, 48 ans, a été élu président de l'UEFA aujourd'hui à Athènes pour une durée de 2 ans et demi, temps du mandat qui restait à Michel Platini, suspendu par la justice interne de FIFA. Seferin a été élu à une écrasante majorité de 42 voix contre 13 face au autre candidat à cette élection, le Néerlandais Michael van Braque, 68 ans. Merci Hussein pour ces éclairages. Merci à vous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.